You're ready? Yeah. Oui. Rosa, Rosa, Rosa. Claudia, c'est un chien. Attention. Nous allons commencer la discussion sur la crise. Et la première personne qui va faire la présentation, c'est Bernard Cassin. Et après, Birgit Daillé. Vous avez 10 minutes. Non. Oui, d'accord. Je vais essayer de tenir dans les 10 minutes. Je crois que pour expliquer la situation actuelle, il faut faire un tout petit retour en arrière et expliquer quels sont ses fondements. Très souvent on dit que la crise, c'est la faute des banquiers. Non, ce n'est pas la faute des banquiers. C'est la faute de ceux qui ont créé les cadres juridiques institutionnels qui permettent aux banquiers de se déployer et de mener leur politique. Donc il faut remonter un petit peu en arrière. Et cet arrière, ce sont les piliers du néolibéralisme qui sont, entre parenthèses, des valeurs fondamentales de l'Union européenne, valeurs fondamentales entre guillemets, c'est-à-dire la liberté de circulation des capitaux, le libre-échange, qui comprend les échanges de biens et de services, et la liberté d'investissement. Ceci figure noir sur blanc dans les traités européens, je vous signale. Nous les Européens, ici, détenons des droits fondamentaux extraordinaires. Liberté de circulation des capitaux, je suis persuadé que tu en profites beaucoup, François. Liberté des échanges. La crise a commencé aux États-Unis, comme on sait, avec l'affaire Lehman Brothers, il y a de cela 4 ans. Et comment est-ce qu'on peut l'analyser? De la manière suivante. Les salaires aux États-Unis, les salaires médians, dans le meilleur des cas, ont été stables et dans beaucoup de cas, ont baissé. C'est-à-dire que les citoyens américains, à part 1% ou un peu plus, je sais qu'il y a le mouvement, nous sommes 99% et 1%, mais un peu plus de 1%, ont vu leurs revenus augmenter, mais la grande masse des citoyens n'a pas vu ses revenus augmenter, même en période de croissance. Et comme le système a besoin d'activité, la croissance a été financée par le crédit. C'est-à-dire que les Américains se sont endettés massivement, et en particulier dans l'immobilier, où c'est tout juste si on ne payait pas les gens pour qu'on leur consente un prêt. C'est eux qui, les courtiers, gagnaient de l'argent, quelle que soit la qualité de la signature de celui qui prenait une assurance, une hypothèque. Donc la crise immobilière est une illustration particulière, la crise des crédits hypothécaires est une illustration particulière de la politique de financement de la croissance à crédit. Et c'est cette bulle qui a explosé. Et en quoi est-ce que c'est lié au libre-échange? C'est lié dans une large mesure, peut-être pas exclusivement, au libre-échange, qui a permis notamment à de nombreux biens de consommation d'origine étrangère, à des prix ultra compétitifs, de déplacer complètement les industries locales. Donc le libre-échange, en particulier les importations de la Chine, ont exercé, et continuent d'exercer d'ailleurs, une pression à la baisse sur les salaires et, on le voit en France, un chantage permanent auprès des salariés en leur disant « si vous n'êtes pas content, eh ben, allez, on va vous délocaliser en Slovénie, en Slovaquie, ou en Vietnam, ou en Chine, ou n'importe où, vous gagnerez 100 $ par mois, 100 € par mois, et voilà. » Donc, il y a une pression en permanence, même si le volume des délocalisations n'est pas considérable, il est quand même réel, et il exerce une forte pression. Donc c'est ce contexte-là qu'il faut avoir en tête pour comprendre la crise. La crise s'est traduite dans une première étape par une injection massive de fonds publics pour sauver, entre guillemets, essentiellement les banques et pour relancer l'économie. Et les capitalistes, les investisseurs ont applaudi à ces mesures, jusqu'au moment où ils se sont alarmés de l'importance
que prenaient les déficits publics, justement parce que les gouvernements avaient arrosé les banques et d'autres secteurs d'activité. Et à ce moment-là, les investisseurs se sont retournés et ont eu des craintes sur le paiement, le risque de défaut sur les dettes souveraines des États. Et tout particulièrement de la zone euro. L'Amérique latine a été largement préservée de cela parce qu'il y avait peu, les banques latino-américaines étaient peu exposées au crédit hypothécaire américain. Alors, en quoi l'euro a-t-il aggravé la situation? Parce que l'euro a aggravé la situation. Il faut bien comprendre que l'euro n'est pas une monnaie, je dirais, correspondant à une zone économique optimale, comme disent les économistes. L'euro, de mon point de vue, est une monnaie idéologique. Ce n'est pas une monnaie qui est ancrée dans une réalité. Pourquoi? Parce que l'euro, monnaie unique de 17 États membres actuellement, impose une politique monétaire unique, la même, pour des situations qui sont complètement différentes sur tous les plans, en termes de cycle, de démographie, de productivité, etc. Même un enfant de 5 ans peut comprendre qu'on ne peut pas mener la même politique monétaire pour l'Allemagne et pour la Grèce. Ça saute aux yeux. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Dans une première étape, après la mise en place de l'euro, cette situation a permis aux pays qu'on appelle maintenant de la périphérie, c'est-à-dire l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, de pouvoir se refinancer leurs dettes à des taux très faibles. Parce qu'en gros, les banques prêtaient aux États comme le Portugal ou l'Espagne, pratiquement au même taux qu'à l'Allemagne. Mais graduellement, la différence que les économistes appellent le spread entre les taux d'intérêt à 10 ans, par exemple, allemand ou espagnol, n'a fait que s'élargir. Donc, la solution classique dans cette situation, c'est une dévaluation, comme ça se faisait en Europe avec le système monétaire européen, des dévaluations concertées, évidemment. Mais là, il n'y a pas de possibilité de dévaluer, puisque tout le monde a la même monnaie. Or, les écarts de compétitivité sont colossaux entre la Grèce, par exemple, et l'Allemagne. Ce n'est pas possible. Il faudrait que la Grèce dévalue sa monnaie, mais elle n'a pas de monnaie. Par conséquent, ce qui s'est passé, ce sont des dévaluations internes, en faisant payer le prix de la crise aux salariés et aux populations en général. Alors, ceci a entraîné un peu partout les politiques baptisées d'austérité et qui se traduisent de tous les jours, il n'y a qu'à lire la presse, par des baisses drastiques des salaires selon les pays, des salaires, des pensions, des retraites, l'incitation à la privatisation, y compris même des plages grecques. Les États sont censés brader en quelque sorte tout ce qui est public, et par un démantèlement, je dirais, de tous des acquis de protection sociale qui résultent de conquêtes datant de plusieurs décennies. Donc ces politiques mises en œuvre au niveau européen sont appliquées par la sinistre Troïka, c'est comme ça qu'on l'appelle, 2 minutes, la Troïka, qui comprend la Banque Centrale Européenne, le FMI, de sinistre mémoire, mais qui est bien connu des latino-américains, et la Banque Centrale Européenne. Vous aurez remarqué que ces 3 institutions n'ont aucune responsabilité politique, ne sont responsables devant personne, font absolument ce qu'elles veulent, ne sont même pas contrôlées par les États. Donc, les pays qui veulent une aide des fonds de stabilité financière de l'Europe sont obligés de consentir des abandons de souveraineté, de se plier au diktat de la Troïka. Et la Troïka, disons, a transformé la Grèce, le Portugal, l'Irlande, Chypre, en république bananière,
avec simplement des gouvernements qui appliquent les décisions prises par d'autres instances, en quelque sorte par la finance. Donc l'Europe est composée maintenant officiellement d'un grand nombre de républiques bananières. Et actuellement l'Espagne, malgré son gouvernement conservateur, ne veut pas demander une aide qui lui imposerait ces conditions. On a son honneur Hidalgo à respecter. Et Rajoy refuse, il y a une pression formidable qui s'exerce sur lui pour qu'il demande une aide. Mais il sait que s'il demande une aide, l'Espagne a perdu sa souveraineté. Donc voilà la situation actuelle, et avec des conséquences dramatiques, mais qui suscitent une opposition de plus en plus forte. Et même aujourd'hui, je lisais dans le journal d'hier, que le Portugal et l'Irlande déjà disent on ne pourra pas tenir les échéances qui ont été fixées de réduction du déficit public. Et on voit les populations commencer à se manifester. La seule limite à la rapacité des capitaux, c'est la crainte d'explosion sociale. Et on n'est pas loin de l'explosion sociale, en particulier en Espagne. Enfin, on y reviendra cet après-midi. Voilà ce que je voulais dire pour lancer le débat. Merci. Et maintenant,